Je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. J'étais censé finir mon dessin. Mais je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Il était 6 heures du matin quand je suis allé à l'école. Une école prestigieuse, une école d'art, dans laquelle je savais que le mur était blanc. Les profs m'attendaient avec impatience dans cette école d'art. J'ai fini par rentrer chez moi. Et quand j'ai entendu que les corbeaux hurlèrent, j'ai vu cette femme à la falaise qui s'était jetée dans le vide. J'ai hurlé, un bruit horrible. J'ai cru voir ma mère. Elle était en train de se laisser. De se laisser faire. Influencée par les sirènes, j'ai dessiné tout ce que je voyais. Ma mère sautait de la falaise. Je suis alors sorti. J'ai couru dehors, et c'est en courant dans le jardin que j'ai aperçu que dehors il n'y avait rien. Je n'avais rien vu. Je n'avais par contre pas l'intention de voir ma mère sauter. J'ai donc lentement continué, et je l'entendais toujours. Je l'entendais toujours hurler. C'était les sirènes, le chant des sirènes. Je l'entendais toujours hurler. Sur son rocher, par contre, j'apercevais entièrement sa voix. J'entendais entièrement sa voix, son appel désespéré. « Qu'est-ce que tu fais ?» me disait-elle. Qu'est-ce que tu fais ? Que voulait-elle de moi ? C'est en regardant ça, c'est à son assemblée, en regardant ça, que dans le cercueil, j'ai vu une femme avec une queue de poisson. Dans le cercueil, j'ai vu une femme avec une queue de poisson, accrochée à une ampoule au plafond blanc de l'église, une ampoule allumée, qui tournèrent dans le vide, à travers lequel je pus apercevoir un œil, un œil qui me regardait de la falaise. De la falaise, les sirènes qui elles-mêmes, artistes des vagues, prenaient plaisir à voir le corps de ma maman, insupportable pour moi, mais en train de flotter dans les eaux, tel un tableau d'un peintre renommé. Je regardais ce moment, énorme, encore et encore, chuchotant leur pire cauchemar à mes oreilles. Elles venaient le soir, elles s'attribuaient le mérite, elles prenaient mon lit. Le petit Jessie, qui venait tous les jours à ma porte, me demandait pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais si bien, pourquoi j'étais si gentil. Qu'avait-il de si sympa à venir à ma porte ? Je l'ai alors vu un jour. Il était assis au bord de la falaise. Je me suis alors remarqué, assis à côté de lui, toujours là, tandis que à côté de lui arrivèrent toujours à la même hauteur, par terre sur le sable, les vagues qui repartèrent d'un temps à l'autre. J'avais l'impression de me sentir avec lui, comme un cinquième élément, la cinquième roue du carrosse, la personne que l'on aimerait avoir dans sa vie. C'était comme un enfant que je ne connaissais pas, un enfant qui était le mien, mais que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ses parents, ni même son père, sa mère. Je ne savais pas s'il avait une sœur. Tous les soirs, je lisais un livre, et lui-même se mettait à côté de moi. Un jeudi soir, à 20h, il m'a regardé. Septembre 2012. J'étais en train de lire mon livre. Il me regardait lire mon livre. Par contre, chaque page que je tournais, il lisait la suivante. Il a répondu à une question. Justement, cette question avait le principe d'avoir un rapport avec ma mère. J'ai pu soudainement lui soutirer quelques informations. Inconnues à mon égard, j'ai tout de suite pris pauvre de faire semblant que j'allais mal. J'ai tout de suite fait semblant d'aller mal, et à part entière, j'ai pris pauvre de lui. J'ai commencé à prendre à son égard un sentiment malsain, comme s'il ressentait que le vendredi, j'avais un passage souterrain dans lequel je pouvais parcourir la mer. Environ à moitié, ce passage souterrain parcourait la mer, et quand je voyais les jeux
les jeux d'enfants dans la plaine de jeux, les enfants jouaient sur les balançoires, les tricycles arrivaient et les parents qui regardèrent leurs enfants. Je pouvais voir ces enfants, ces jeunes filles avec un élastique dans les cheveux, se faire des tresses, les garçons jouer dans la boue et se blesser. Atterrissant par terre, recouverts de boue, ils se relevaient et retournèrent vers leurs parents. Le vendredi, je me sentais épuisé, délaissé, encore assoupi et engourdi. Quand aboyaient les chiens dehors, les pieds dans l'eau, je supposais que c'était ma mère qui me parlait. Quand aboyaient les chiens dehors, je supposais que c'était ma mère qui me parlait. Je l'espionnais à travers les vagues qui rentrèrent et qui ressortèrent. Encore et encore, ces vagues qui ressortaient et qui rentraient, qui partaient encore et qui revenaient. C'était comme une amie, l'océan. Tous les jours, elle revenait, elle repartait, elle me regardait. Chaque chose que je faisais, c'était comme si le visage de la mer le savait. Un soir, j'ai regardé le phare qui éclairait les obscurités de l'océan, et j'ai vu qu'à travers le phare, je compris qu'à travers sa lumière, il faisait partie des empires de la forêt. Il me regardait, et ce phare même me regardait, à travers les empires de la forêt. Je pus voir que dans les eaux, il y avait un bateau abandonné, sur lequel se portait un arbre à côté du phare, à travers lequel était réfractaire sa lumière même qui était réfractaire, à travers laquelle je pouvais apercevoir moi-même mon reflet dans l'eau, le visage de l'eau qui s'apprêtait à battre ce bateau qui était sur l'océan, sur lequel s'approchait une sirène qui s'approchait de l'océan, sur laquelle une autre était disposée sur une table en fer, sur une table d'autopsie était disposée une sirène, ne cessant de bouger. On put remarquer ses palmes, ainsi que sa queue de poisson, son visage gris, ses dents acérées et ses yeux dans le vide. Pendant ce temps, dans la mer, vengeant cette sirène ayant été prise d'assaut par des pêcheurs, la vengeant pour sa notoriété, les sirènes formant un tandem parfait, protectrice, formant un tandem parfait, la sirène suivante allait venger celle qui allait mourir tel le trident de Poséidon, allait s'en prendre à celui qui allait la tuer, s'en prenant au bateau qui l'avait repêchée, qui l'avait conduite jusqu'à ce laboratoire. Dans une cuve de privation, elle se retrouva seule, immobile à son habitude, elle se retrouva seule. Des bénéfices qu'en ressortaient les personnes qui travaillaient avec les sirènes. Je m'étais exclamé, je ne savais pas que les sirènes subissaient ça. Par contre, la cassette vidéo, qui passait en boucle encore et encore, à travers lequel je pouvais voir qu'à Ottingwood, une ville campagnière dans laquelle il y avait des maisons, notamment une grange sur laquelle avait habité une femme qui avait un enfant qu'elle avait laissé au bord de la mer. Un enfant qui avait été laissé au bord de la mer, signifiant qu'une surprise avait été laissée à l'océan. Cet enfant s'appelait Samara. Elle avait été laissée dans un drap blanc, au bord de la mer. Elle avait été délaissée, et au moment venu, je suis arrivé, et je l'ai vue. Il était trop tard, il ne restait plus que le drap. L'enfant avait été emporté par l'océan. Le passé avait été étiré. Elle avait tiré un trait sur le passé. Elle avait noyé son enfant. Et ensuite, je pus apercevoir qu'elle avait sauté par la fenêtre. Elle était arrivée par terre, rampant les deux jambes cassées jusqu'à la frontière de la mer. Les deux jambes cassées, après avoir sauté de la fenêtre, rampant jusqu'à la mer, elle s'était jetée dans le vide, jetée de la falaise.
L'arbre qui dansait avec le vent se rapprochait dangereusement de plus en plus du précipice. Tout comme cette femme qui s'était exclamée avoir entendu l'océan parler. Elle s'était jetée dans l'océan, et le regard de l'océan envers elle, sur Huntingwood, l'avait attirée à revenir dans les vagues. Elle en avait conclu que ce qu'elle avait supposé et entendu lui avait tendu la main, tel le trident de Poséidon, avant que son bras ne tombe dans l'océan, tenu par le bras d'une sirène. Elle s'était rendue compte que n'importe quelle vraie vérité aurait un plaisir de suite pour la femme qui s'était jetée dans l'eau. Pour la femme qui s'était jetée dans l'eau, n'importe quel plaisir aurait une suite à ce qui s'est passé. Ce soir-là, Samara a été récupérée par une famille qui elle-même a enchaîné sa propre mère dans un sous-sol. Elle s'était retrouvée enfermée, bêtement par son mari, elle s'était retrouvée enchaînée. Son mari qui la battait, qui lors des jours pluvieux, la battait, l'enfermait. L'a enfermée sous une église. On a retrouvé sa mère enfermée sous une église, enchaînée. Elle portait un survêtement rose, déchiré et sali par la poussière, par-delà lesquelles elle pouvait entendre aussi l'arbre noir, comme on l'avait appelé dans cette ville, Huntingwood. Huntingwood, cette ville, comme elle s'appelait, avait appelé cet arbre l'arbre noir. Son écorce craquelait, ses branches se frottaient les unes contre les autres, faisant un bruit assourdissant. Elle était près d'une église, d'une chapelle, une chapelle qu'on avait nommée la chapelle noire. Samara s'était souvent demandé ce qu'il y avait dans la chapelle noire. Des bancs de messe, des Bibles ouvertes. À certains versets de la Bible, certains parlaient des eaux et de l'enfer. D'autres parlaient d'autre chose, de la pitié et des péchés qui étaient presque accomplis. Palpable, et pouvant la toucher, palpable, tout se réalisait autour d'elle. Tout se réalisait autour d'elle, tout ce qui était palpable se réalisait. Presque vrai, presque imminent, la chute envers ce qui allait arriver était presque imminente. La chute envers ce qui allait arriver était presque imminente. Soit aujourd'hui elle allait sauter par la falaise, soit aujourd'hui une sirène allait surgir de nulle part, venant s'en prendre à elle le soir où elle partait à la bibliothèque, lisant un livre, main après main, maintes fois encore et encore, main après main, elle tournait les pages, page après page, et puis pourquoi pas, elle s'installait là, et c'est alors que plus tard, seulement plus tard, je suis allé lui rendre visite au parc. Je lui ai parlé, lui ai demandé si elle connaissait Samara. Personne ne la connaissait. Je lui ai demandé au parc, m'asseyant sur le banc à côté d'elle, si elle connaissait Samara. S'allongeant des heures et des heures sur le sol, elle regardait le ciel, se disant que Samara lui parlait de là-haut. Elle prétendait être sa mère, mais aujourd'hui je lui ai parlé. C'est plus tard que je l'ai rencontrée. On a rejoué au même jeu, la même conversation. Elle s'était assise à côté de moi. C'était encore la même chose. Tom, le jeune garçon, est venu me voir. Il m'a parlé. Il m'a demandé qui était cette femme. Je lui ai dit qu'elle pouvait probablement m'aider, que si ça se trouvait, elle portait une boîte en elle, qui avait des souvenirs, des réceptions de choses qu'elle avait gardées. J'étais soulagé de savoir qu'elle avait peut-être des choses à pouvoir me dire, à pouvoir me faire part. J'ai compris soudainement que ce n'était pas des choses auxquelles elle me faisait part, mais que c'était des secrets noirs sur l'identité de l'océan. C'était des secrets noirs sur l'identité de l'océan. À côté des côtes, j'ai vu que les sirènes attendaient patiemment, dansant avec le vent et avec les vagues qui se propulsaient contre les rochers noirs. Les rochers noirs projetant une toxine par rapport à la mer qui la rendait noire et sombre, le phare qui l'éclairait et qui la rendait claire et visible. Palpable, tout ce qui se réalisait autour de moi était probablement l'œuvre du sang. Il était probablement l'œuvre du sang
car tout ce que j'avais autour de moi n'était que l'œuvre de Satan lui-même. Une grosse voix me parlait encore et me disait que Dieu n'existait plus. Je le remerciais, car je croyais toujours que ce serait mort. Je croyais toujours que ce seraient les morts sur place qui viendraient, tandis que j'attendais le train qui passerait une nouvelle fois, caché par l'obscurité. J'attendais une nouvelle fois le train qui passerait sur le pont, caché par l'obscurité de ce nuage. Je m'étais dit que l'emprise sur les morts avait disparu, que ce n'étaient pas nécessairement les morts qui devaient revenir à la vie, ni même l'eau qui représentait la mort dans la Bible. Que pouvait avoir une Bible par rapport à quelque chose qui représentait la mort? La mort avait-elle réellement un goût amer lorsqu'on y touchait, lorsqu'on y goûtait? Est-ce que la mort avait réellement ce goût amer? Est-ce que du haut d'une falaise, lorsque nous sommes prêts à nous jeter, avons-nous réellement le vertige? Je ressentais de la race humaine, de la peur, de la haine et du dégoût. De la voiture qui était garée ce matin, juste au bord de la maison, au bord de la falaise, de la maison qui était garée en face du portail, un samedi. J'ai demandé alors à la personne qui habitait cette maison si 5 jours étaient passés avant de pouvoir boire l'eau de la mer. Ensuite, il m'a regardé, et voilà qu'il s'éloignait, comme ça de la peur. Les gens ne savaient pas imaginer si nous avions réellement le vertige lorsque nous sautions d'une falaise. Et encore Dieu merci, si je ne pouvais me demander que j'étais délaissé et rassuré à la fois. Cette femme qui gueulèrent tout autour d'elle ce qu'elle pensait, qui crièrent tout ce qu'elle pensait, qui prièrent le soir juste en face d'un cadavre, qui s'était fait attacher à une ampoule, retrouvant son corps pendu, accroché à une ampoule allumée, un fil reliant le plafond à son corps qui pendait dans le vide. Cette femme qui s'était pendue à un plafond qui était relié à une ampoule, un fil relié au plafond de cette maison vide, cette chapelle elle-même devant laquelle ma voiture était parquée, pour laquelle je devais m'y rendre ce soir-là. Ce soir-là, c'est à mon salon. Ce soir-là, c'est à mon salon et à mon talent que j'ai dû retrouver ce que j'avais retrouvé. C'est dans mon salon que j'ai retrouvé 5 choses, 5 indices. 5 indices que j'ai retrouvés. Un cadavre sous mon lit, la peau noire, le visage déformé, l'altruisme que j'avais enfoui au plus profond de moi, une voiture à l'extérieur de laquelle le chauffard qui s'en était allé m'avait fait un signe et m'avait déposé une bouteille dans laquelle était passé un message. Une 4e, mais celle-là, je ne l'ai toujours pas ouverte, uniquement parce que je sais ce que c'est. Anne, la voisine d'à côté, s'est imaginé que certaines images provenaient d'elle, qu'elle était Samara. Ce que je ressentais, ou en la présence d'elle-même face à moi qui s'éloignait, tout comme la peur des personnes la voyant s'éloigner, je me suis dit que le matin suivant, j'ai pris la voiture pour me rendre face à la lune, devant la mer, et j'ai aperçu cette sirène, échouée, sur le bord de la mer, je l'ai aperçue échouée, face à un rocher, le visage dans l'eau. Je pouvais la voir échouée, le visage dans l'eau. Elle essayait de respirer abondamment, elle avait du sable coincé dans les branchies. Je pouvais voir son corps gris, ses yeux fâchés, son expression de son visage qui avait peur, fâché, énervé, comme pour venger l'un de ses semblables. Elle me regardait, elle essayait de respirer abondamment, faisant un bruit dont je pouvais entendre les alvéoles pulmonaires de cette femme s'ouvrir et se refermer, à travers lequel je sentais le sable s'enfoncer dans ses poumons, ses battements de cœur ralentir. Je la voyais recouverte de verre noir et de sangsues, lui dévorant le torse. Elle essayait pertinemment de respirer, jusqu'à ce que l'une de ses sangsues atteigne son corps, creuse un passage jusqu'à son cœur, et atterrisse dans ses poumons et ses alvéoles pulmonaires qui s'ouvraient. Je ne pouvais sentir une telle douleur lorsque j'avais ressenti la même chose. En 2013, à 10 heures, j'ai ressenti la même chose. J'avais l'impression de mourir. J'avais l'impression que quelque chose me dévorait de l'intérieur.
Seulement plus tard,